Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, on fait un faction focus sur une des armées qui domine le méta, les Luminettes. Et on a avec nous Alex, c'est toi qui vas la présenter. Tu les joues, en fait, toi, ce sont des Luminins parce que tu as des conversions dans ton armée, mais tu joues les règles des Luminettes. Alors, écoute, on va commencer tout de suite avec la grande question. Où tu places les Luminettes à l'heure actuelle en V3 dans le méta? Ben, je pense que c'est un top 3. En fait, tu sais, ce qu'on l'a vu en fait aussi dans les plus récents tournois, surtout le LVO qui a eu lieu récemment, on voit des armées qui se distinguent. Stormcast avec les dragons, avec les fulminateurs, clairement présentement, sont la saveur du jour. On a aussi, bien sûr, les géants qui sont encore très présents, je pense. Je pense que les luminettes aussi par la suite là, font un peu le tour là, du top 3, à mon avis, de par la polyvalence brute de l'armée. En fait, c'est une armée qui a une réponse à tout, euh, qui a une réponse à tout, puis qui peut générer un nombre phénoménal de blessures mortelles à n'importe quelle phase du jeu pratiquement. Donc, quand on a ça, ben, ça vient contrer tellement de règles de base, tellement de mécaniques. C'est très, très difficile de gérer un bon joueur luminette. C'est une liste qui, à la base, je pense, peu importe qu'est-ce qu'on joue à peu près dans Luminette, là, c'est une liste 4-1, 5-0, c'est dans ces eaux-là. C'est toujours, ça demeure un des grands méchants loups, ça demeure une armée qui est inévitable. Quand on se prépare pour un tournoi, je pense qu'il faut se préparer à affronter du Luminette si on veut aspirer aux grands honneurs. Puis ça, pour moi, je pense que le terme que vous utilisez, c'est un gatekeeper army, là. Donc, c'est une armée qu'il faut absolument prévoir affronter, avoir un plan de match spécifique pour l'affronter. Et il n'y a rien, même si les Sentinelles ont une hausse de points dans la plus récente mise à jour du jeu, ça ne change pas grand-chose dans le big picture, par exemple. Et plusieurs des armées qui dominent le méta sont des armées qui trichent, c'est-à-dire des armées qui ont des règles qui permettent de contourner les règles et ça leur donne un immense avantage. On pense aux sentinelles qui peuvent tirer sans ligne de vue alors que tout le monde est contraint, tirer sans ligne de vue à 30 pouces, puis bon, en plus, ils ont possibilité de faire des blessures mortelles sur du 5 plus et de relancer leur jet, fait que là, ça devient 55% de leurs tirs qui font des blessures mortelles, ça n'a aucun sens. Eteklis qui peut lancer des sorts à 10 plus ou des sorts automatiques, dissiper un sort automatique par phase. Donc, on se retrouve presque à contourner le hasard, contourner les Voilà. jets de dés. Les autres armées, une autre armée dominante que tu n'as pas mentionnée parce qu'il y a peut-être une petite coche en dessous, mais c'est Tzeentch, on en parlait récemment dans un Faction Focus. Eux aussi, avec leur Fate Dice, ils arrivent à tricher. Donc, les géants, avec leur contrôle d'objectif, contournent aussi des règles. Donc, les armées qui dominent arrivent à contourner les règles et c'est vraiment le cas des Luminettes. Là. Ils ont vraiment des avantages incroyables au niveau de leurs allégeances d'armée. Ouais, c'est une armée qui est très souvent vue comme NPE, là, qui n'est pas très, très agréable à affronter, puis avec raison. Je veux dire, je les joue, puis il y a des fois que je me dis, aïe, aïe, si moi je suis de l'autre côté, puis je me fais faire ça comme ouch, ça fait, c'est pas agréable. Fait que ce que tu dis là, c'est tricher, contourner les règles, effectivement, ça vient créer un facteur de non-plaisir, en fait, là. Puis c'est pour ça, en fait, qu'ils ont une mauvaise réputation. Puis surtout, je pense que ce qui ajoute de l'huile sur le feu, c'est du fait que, une nouvelle armée, mais qui ont eu 2 vagues de release déjà, qui ont plein de polyvalence, que bien les armées comme les Iron Jaws, comme les Idonettes, comme les Fire Slayers, comme les Caradros, disent, ben, t'as peu, on existe nous aussi. Mais pourquoi vous avez tous ces beaux jouets alors que nous, on a encore les mêmes figurines depuis 7 ans, puis que bon, en tout cas, bref. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, en fait, là, qui fait en sorte que les Luminettes, présentement, ont peut-être un petit peu plus de haine que les Stormcast. Quoique les Stormcast, avec les plus récents résultats, peuvent attirer leur lot de haine également. Alors, tu en as parlé, c'est une armée qui est très polyvalente. D'ailleurs, là, tu nous as sélectionné quelques modèles que tu vas mettre sur la table. On rappelle, c'est un Faction Focus, fait qu'on va juste parler des unités qui se distinguent en bien ou en mal. Exact. Quelques unités aussi qu'on va mettre sur les tablettes, parce que même si le BT est vraiment excellent, les règles d'allégeance sont superbes. Il y a des unités qui sont un peu moins fortes dans le lot. Et après ça, tu vas nous dire c'est quoi les belles surprises selon toi dans le BT. Alors, on va commencer peut-être sur la table. Sans surprise, tu mets tes clés sur la table. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est comme n'importe quelle pièce maîtresse d'une armée. On le met dans la même foulée qu'un Archaon, dans la même foulée, par exemple, qu'une Moratti, Nagash, donc les godlike models, si on veut. Là. Ben, Teclis, Yann t'en a fait allusion tantôt, il n'arrête pas de tricher.
Il triche partout, puis il amène des mécaniques. Tu as parlé du fait qu'il fait autocast, qui peut auto-dispel un sort, auto-unbind un sort, mais il peut aussi manger un sort persistant aussi à chaque tour gratuitement comme ça. C'est que il amène tellement de synergie et de buff à la grandeur de l'armée. Donner un 5+ Ward à 18 pouces. Ces deux sorts de War Scroll sont excellents. Storm of Searing White Light, c'est juste, tu fais pleuvoir des blessures mortelles. Teclis et Spell Portal, ça va ensemble. On utilise ces deux aspects-là pour faire vraiment du dégât. Et Teclis lui-même est quand même donc mobile, frappe quand même un peu correct, mais c'est vraiment, il a accès à plus de 22 sorts. Là. Donc, c'est de la polyvalence, de la téléportation. Il y a un outil pour tout. C'est une boîte à outils qui est incomparable en fait dans le jeu en ce qu'il peut apporter. Très cher en points, c'est sûr, mais il peut à lui seul casser une armée. Si on est incapable d'aller le rejoindre, si on n'a pas une armée de tir vraiment majeure, il va être très, très difficile d'aller chercher et il va juste s'amuser, continuer à buffer, continuer à mettre un peu de sort partout. Puis je pense que c'est, sans dire que c'est un incontournable, je pense qu'il y a un build avec Teclis, il y a des builds sans Teclis, mais clairement, dans plusieurs builds compétitifs, c'est la pièce maîtresse de ces listes. Alex, tu parlais tantôt que les Luminettes sont une armée gatekeeper. Je pense que Teclis fait partie du fait que l'armée est gatekeeper. Le fait qu'il puisse dissiper automatiquement, en fait, unbind automatiquement un sort par tour, ça vient automatiquement tuer tous les combos à 2 sorts. Il y a certaines armées, Nagash par exemple, ou d'autres qui ont besoin du Spell Portal pour passer à distance un excellent sort. Mais là, à ce moment-là, quand on est Teclis, on est mort de rire. Là, on laisse l'autre lancer son Spell Portal. Il perd un sort là. Puis quand il passe le bon sort, on dit auto-dispel, c'est fini. Voilà. Donc, quand on construit notre liste, ou si on a une armée qui a des bons sorts, mais qui n'a pas des bons casters, qui n'ont pas de bonus pour lancer, on sait qu'on ne passera aucun sort contre les Luminettes. Il va complètement contrôler notre magie. Donc, par exemple, je vois des fois des listes Ogre passer où on essaye de jouer 2 Butcher. Je me dis, mais non, tu ne passeras jamais de sort avec tes Butchers. C'est comme si la porte est fermée par Teclis pour une certaine construction de liste en compétitif. Tout à fait. Alors, sur cette belle lancée, on continue avec une pièce qui, elle, est NPE. Elle a fait beaucoup jaser lorsqu'elle est sortie, un NPE, Negative Play Experience. Sévirette, c'est le fameux renard qui se déplace partout sur la table. Là. Lui, il est excellent, mais très désagréable à affronter. Ben, c'est ça. En fait, tu l'as mentionné, puis ça avait fait aussi débat à sa sortie par plusieurs disaient ah, ben, Sévirette, c'est un auto-include, d'autres, ah non, il n'est pas vraiment si efficace que ça. Efficace ou non, c'est qu'il y a tellement de petites règles. Un joueur aguerri qui va jouer Sévirette va servir des subtilités de son mouvement, de son pile-in pour vraiment emmerder l'adversaire. Parce que oui, en frais de dommages bruts, il va en faire du dommage. Il y a quand même du rend de 3, il fait des blessures mortelles quand il passe par-dessus. Mais c'est le fait que tu as un modèle qui peut très, très, très difficilement être atteignable. Quand Yann, encore une fois, on revient à ça, qui triche, ben, Sévirette, je pense que c'est le pire tricheur de la gang. Donc, avoir des unités justement qui sont difficiles à rejoindre, difficiles à éliminer et qui peut vraiment faire du dommage, qui bouge comme ça se peut pas, c'est pas très, très agréable. On a vu des listes avec des fois Sévirette et 3 Spirit of the Wind. Donc, ça devient une armée qui est tellement pas agréable. Oui, c'est pas imbattable, loin de là, mais c'est tellement pas une partie qui est intéressante à jouer. Tu as l'impression que tout ce que tu as à faire, c'est survivre puis avoir des meilleurs jets de dés que ton adversaire, c'est ta seule chance. Donc, ça, justement, on le met sur la table. Honnêtement, je perds une partie de mon âme quand je dis ça parce que c'est tellement pas agréable à affronter. Je l'ai affronté à plusieurs reprises, puis c'est tellement pas agréable, mais je pense que c'est plate à dire, mais contre Sévirette, la meilleure façon, c'est d'ignorer comme un moustique qui tourne partout. Regarde, il va faire ce qu'il a à faire, puis je vais me concentrer ailleurs. Mais c'est toujours frustrant en tant que joueur de dire, ben, ma seule réponse, c'est de l'éviter, c'est d'encaisser, c'est de prendre comme un homme, puis dire, ben, oui, il va faire du dommage, oui, il va me faire suer, mais j'essaie de l'ignorer. Mais ça reste que c'est un modèle qui triche à tous les niveaux, qui est très désagréable, mais qui, en format compétitif, malheureusement, a certainement sa place. On passe à un autre modèle qui a une règle particulière, qui lui aussi triche à sa façon, mais qui n'a certainement pas le même impact que Sévirette. Lui aussi a fait beaucoup jaser quand il est sorti, c'est le Lore Seeker.
Ouais, Lore Seeker, en fait, je pense qu'il est un peu moins bon. Tu sais, honnêtement, j'ai hésité entre je le peins, mais il était déjà peint, ou sur la table. Mais le Lore Seeker, encore une fois, le fait qu'il puisse aller chercher un objectif qui n'est pas dans notre zone de déploiement et en prendre contrôle et le garder, essentiellement devenir, pour ceux qui sont familiers avec 40 000, Objective Secure, donc qui va maintenir le contrôle de l'objectif tant aussi longtemps qu'il est sur l'objectif et en vie. Ça, en soi, c'est vraiment intéressant. Il y avait longtemps un débat, bon, est-ce qu'il est unique ou il ne l'est pas? Est-ce qu'il peut avoir des artefacts? Est-ce qu'il peut avoir un trait de commandement? Finalement, ça a été résolu. Il ne peut pas avoir de trait de commandement ou d'artefact parce que sinon, avec le Blade of Leaping Gold, il pouvait avoir, je pense, 7 attaques vraiment intéressant. Mais ça demeure un modèle, c'est un héros, c'est un mage, qui peut quand même avoir des bons petits bonus de résistance. Donc, on met dans le cover, il y a une règle aussi que s'il est à plus de 9 pouces d'une unité amie, il y a plus une sauvegarde aussi. Fait qu'il peut vraiment tomber un 3+ sauvegarde et annuler beaucoup de rend. Donc, il devient quand même difficile à tuer, peut se guérir également avec une action héroïque à chaque phase de héros. Fait que ça devient encore une fois une épine dans le pied. Assez dispendieux, 170 points, mais encore une fois, ça peut être un bon héros de support qui peut vraiment forcer la main de l'adversaire en disant, regarde, moi je prends tel objectif, tu le veux, il faut que tu investisses plus de ressources que juste mettre 2 figurines sur un objectif, puis voilà, je l'ai pris. Donc, il faut aller le chercher, le Lore Seeker. Fait que moi, je trouve que oui, c'est un tricheur, mais il ne triche pas aussi bien que Sévirette ou Teclis. Tu l'as dit, c'est un tricheur, mais un tricheur gérable. Voilà. Contrairement à Sévirette, qui lui, c'est un vrai tricheur qui va vraiment, vraiment être compliqué à gérer. Puis Sévirette, je pense, va causer beaucoup plus d'erreurs chez l'adversaire. Donc, je pense qu'on n'est pas au même niveau, là, effectivement, comme tu l'as dit. Mais ça reste un très, très bon Wascrow. Il peut quand même être très embêtant, le Lore Seeker. Si tu réussis à téléporter une unité devant pour le protéger, puis que l'adversaire n'a pas de tir pour le coucher, ça peut être très difficile de prendre l'objectif. En fait, il y a une tendance, là. On a parlé de Teclis, Sévirette, Lore Seeker. Dans les 3 cas, c'est le fun d'avoir du tir comme adversaire parce que sinon, tu peux te retrouver avec des pièces que tu ne pourras pas gérer. Oui, ça devient aussi un très bon candidat pour certains sorts. On pense à l'Ambient Light, entre autres, qui peut être bien posé pour vraiment aller cibler une unité vulnérable, une unité là, importante de l'adversaire. Pour un spell portal aussi, ça peut être bien pour vraiment bien le placer où est-ce qu'on veut. Il y a plein de possibilités que Lore Seeker apporte de par son déploiement spécial. Fait que ça reste, à mon sens, un très, très bon Wascrow. Excellent. On passe ensuite aux terribles, aux terrifiants Sentinelles. Eux, on fait jaser d'eux. Ils continuent à faire jaser d'eux. Ben, on ne peut pas les mettre ailleurs que sur la table. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre place sauf à la poubelle ou sur le mur ou bref sur un bateau à destination d'un pays lointain. Mais malheureusement, on est pris avec. Donc, on va on va les mettre sur la table, effectivement. Ben, ça va, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait un thème récurrent de tricherie dans ce Faction Focus-là. Mais voilà, parce que des archers, déjà, avec une portée très, très longue, 30 pouces, plus le mouvement, plus un potentiel speed of ish pour doubler le mouvement ou une téléportation. Bref, il y a plein de façons de les placer où est-ce qu'on veut. Fait qu'il n'y a aucun endroit qui est sain et sauf sur la table quand il y a des sentinelles. C'est aussi simple que ça. C'est encore plus vrai si on a Teclis ou un Windmage. Teclis encore plus parce qu'on peut faire le sort automatique. Mais de pouvoir placer un bloc de 30, parce qu'ils peuvent être lignes, donc on peut avoir jusqu'à 30 archers, avoir 29 tirs qui, sur des 5+, fait des blessures mortelles, relance pour toucher, c'est une quantité absurde de blessures mortelles sans avoir la possibilité vraiment d'avoir quelconque réponse que ce soit que de protéger les unités les plus névralgiques. OK, on peut les mettre en réserve dans certains cas, super, mais dès qu'ils sont sur la table, ce sont des cibles potentielles pour les sentinelles. Ils sont maintenant à 170 points. Je suis content de voir que finalement, ils ont rejoint en points les fameux Blizzbarb Archer de Slaanesh. Je pense qu'il y avait besoin d'accoter cette unité-là. Je pense que les deux sont vraiment clairement au même niveau de puissance et d'oppressivité. Mais donc voilà, je pense, même s'ils sont à 170 points, peut-être qu'on va avoir peut-être un 10 de moins, mais ça reste une unité qui est trop bonne. On veut les charger, on peut avoir Unleash Hell, même si le Unleash Hell a été, à mon sens, très bien ajusté, ça reste que les charger directement, ça prend quasiment 2 unités, une pour absorber le Unleash Hell et l'autre pour aller chercher les sentinelles. Mais ça reste que c'est un mainstay, c'est un staple, c'est une unité qu'on voit dans pratiquement toutes les listes compétitives de Luminette, 30 ou 20, mais voilà.
Je pense que si j'en dis encore plus, je pense que je vais avoir un petit coup de vomi dans la bouche. Fait que je vais me restreindre. L'autre manière de les gérer, peut-être pour t'aider aussi à gérer ton envie, euh, c'est en fait, il y a toujours les unités qui peuvent faire un mouvement d'engagement à 6 pouces. Donc, les Ouais. Sisters of Slaughter, les Yeti, les Snarlfangs. Donc, Les là, ça permet Direwolves, dans certaines. c'est Ouais. ça, de les engager sans subir la déchaîner les enfers. Donc, si on fait un petit calcul, pour 340 points, on a une unité de 20. 20, ça fait 19 tirs parce que le champion ne tire pas. 19 tirs qui font des blessures mortelles sur du 5+ avec le sort, qu'on peut aussi donner un autre sort qui fait qu'on relance les jets, qu'on relance tous nos jets qui ne sont pas des blessures mortelles. Donc, 5+ relançable, c'est 55 de réussite. Fait que ça fait à peu près 11 blessures mortelles en moyenne. Voilà. Donc, une unité qui fait 11 blessures mortelles à potentiellement n'importe où sur la table, sans ligne de vue, c'est vraiment cassé. C'est vraiment excellent. Qui compte pour 20 figurines quand même sur un objectif. Fait que c'est quand même une certaine présence sur le champ de bataille pour prendre des objectifs. C'est quand même pas rien. Ils sont quand même fragiles. Une fois qu'on réussit à les charger puis à ne pas être mort à cause du déchaîner les enfers, là, ça peut se mettre à mourir rapidement. Oui, mais attention, tu as quand même la Shining Company, moins pour se faire toucher. On a très souvent, protection de Techlist pour un 5+ Ward. Et on peut monter avec à 4+ avec Letter Quartz. On peut monter à 4+ Senior Undren avec un Loud Defense. On peut quand même avoir un certain lot de buffs. Puis même si l'autre utilise à l'autre attaque, ben, si on a Valanor, on peut être à -2 pour se faire toucher. Je tiens à préciser que pour 170 points, moi, j'ai joué des Blizzbarb Archer il y a 2 jours. J'ai joué 2 blocs. Et au premier tour, Yann a juste tiré dessus avec des Boy Boys. Et comme il y a une bravoure à 6, puis je ne pouvais pas immuniser les 2 packs, j'ai tout perdu avant même qu'il ait pu tirer un seul tir parce que moi, je n'ai pas des Turquoise pour les amener à 4+, parce qu'en plus, ils sont juste à 6+ de départ. Je n'ai pas Ils sont pas de ward magiciens. dessus. C'est incroyable à quel point il y a un écart entre ces 2 unités-là. Mais bref, je ne sais pas si les Blizzbards sont bons. Ils sont disparus avant même d'avoir joué. Mais tu Je as me reprendrai la prochaine 11 fois. modèles dans les Blizzbarb. Tu as 11 modèles contre 10 pour les archers. Attention. Le 11e, il vaut cher en Oui. tabarnouche. On le paye très, très cher. Tout à fait. Et ensuite, une dernière unité qui, elle aussi, si on ne la connaît pas, on se fait jouer un tour qui est vraiment pas drôle avec elle, c'est la Catalar. Oui, ben encore une fois, on voit que vraiment, il y a beaucoup d'excellents choix de héros dans l'armée. C'est le 4e héros quand même qu'on met sur la table. La Catalar, en fait, là, je pense qu'elle a fait rager plusieurs personnes de par ses habiletés. De son sort de War Scroll est excellent. Darkness of the Soul, il y a plein de combinaisons possibles pour diminuer la bravoure adverse et on peut littéralement, une unité qui a un 6-7 de bravoure, là, on est capable là, de vraiment la rendre inefficace complètement avec son sort Darkness of the Soul. Mais sinon, c'est pour son habilité, en fait, d'un, transférer l'effet négatif des Terre Quartz aussi, donc absorber le moins de bravoure et le relancer sur une unité ennemie. Fait que déjà là, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait qu'on peut essentiellement faire un Inspiring Presence gratuit sur un 2+ sur une unité et transférer également la quantité de dommages subis par l'unité sur une unité ennemie pour un Battle Shock. J'ai été témoin dans un tournoi récemment pas si tant que ça, mais quand même, de voir 2 ou 3 dragons Stormcast fuir à cause d'un Battle Shock à -12 ou quelque chose comme ça. Là. C'est super intéressant. Donc, c'est une habilité vraiment intéressante. C'est un héros de support excellent. C'est un magicien aussi. Donc, il synergise très, très bien avec les mécaniques des Quartz. Joue sur le contrôle adverse. Ben, pour 145 points, là, oui, c'est extrêmement fragile, là, on s'entend. Là. Et ça reste une cible quand même de choix pour ces raisons-là, mais ça reste quand même. On a beaucoup de cibles de choix dans une armée de luminettes, donc on commence à manquer un petit peu de ressources, mais pour moi, c'est un must dans plusieurs listes. Elle fait partie un peu des raisons pourquoi les luminettes peuvent être une expérience de jeu négative pour l'adversaire. Puis comme Vincent l'a dit tantôt, quand on affronte des luminettes, on veut avoir du tir avec une bonne portée parce qu'on a plusieurs cibles dont on veut se débarrasser le plus rapidement possible. Fait que tout ça, ça tire peut-être un peu le méta vers un méta de tir, ou en tout cas où le tir est très important parce qu'on a des héros comme ça qu'on ne peut pas laisser en vie là, chez l'adversaire. Tout à fait. On va passer à une note plus positive. On va passer à ce qu'on met sur les tablettes.
Et en passant, il y a des unités là-dedans que tu as choisies que d'autres livres d'armée seraient très contents d'avoir dans leurs options. Là. C'est juste parce que c'est sur fou, les hein? tablettes, parce qu'il y a trop de bonnes unités dans le livre. On commence avec les Wind Chargers. Oui, ça, c'est quand tu mentionnes une unité que tellement beaucoup d'armées aimeraient avoir, mais c'est juste que pour 155 points, leur fragilité, puis c'est une très bonne unité, là. Je veux dire, c'est vraiment leur pile-in à 6 pouces, leur mouvement, leur tir, c'est excellent. C'est juste que je me trouve, pour des options de mobilité, on va le voir plus tard, j'aime mieux aller chercher avec des Downriders. Pour des options de tir, j'aime mieux les Sentinelles. Donc, je trouve qu'il manque. Puis c'est une unité qui est très, très rôle unique. Ce n'est pas une unité qui va encaisser beaucoup. Ce n'est pas une unité qui a accès à la Shining Company. On paye cher, je trouve, le pile-in puis le tir qui est intéressant, mais qui n'est pas aussi bon que du tir qu'on peut avoir ailleurs. Encore une fois, là, j'ai l'impression que je mets sur les tablettes, mais c'est comme, oui, il faut que j'en mette sur les tablettes. Mais dans ce cas-ci, les Wind Chargers, c'est une bonne unité, je les aime beaucoup. C'est moins mon style de jeu dans ce type d'armée-là, mais ils ont certainement leur place. Je sais qu'il y a des joueurs qui en jouent et qui ont beaucoup de succès avec, mais moi, je trouve que dans les autres options, il peut avoir un petit peu mieux pour souvent moins de points. Un peu comme dans les sports, hein, parfois les premières équipes des meilleures ligues, les joueurs qu'eux retranchent parce qu'ils ne sont pas assez bons pour leur équipe deviennent les joueurs étoiles des équipes de deuxième division. Voilà. On est un peu dans cette situation-là avec les Wind Oui. Chargers où il y aurait leur place dans plusieurs autres armées. Tout à fait. Ensuite, on passe à la Star Shard Ballista. Bon, là, j'ai un petit peu de culpabilité à la mettre sur la tablette, là. Honnêtement, je pense que c'est le genre d'unité qui a été créée juste pour dire, regardez, ils n'ont pas tout eu. Les luminettes, là, ils n'ont pas. C'est une unité c'est la seule pièce d'artillerie du livre. Puis encore une fois, OK, uniquement du tir, c'est pas très, très bon pour prendre des objectifs. On regarde les sentinelles à côté, puis on dit, ouf, je pense que j'ai dépensé quelques points de plus pour avoir quelque chose qui est vraiment meilleur. Donc, encore une fois, c'est une unité qui pourrait être intéressante. Je ne pense pas que le damage output est si bon que ça, surtout qu'on a perdu les bataillons ou le bataillon, en fait, qui les rendait peut-être plus intéressants en V3, donc les Warscroll bataillons. Il y en avait un justement qui rendait les balistes meilleurs. On n'a plus ça en jeu égal. Donc, encore une fois, c'est une question de si je veux du tir, je prends des sentinelles. Il n'y a aucun avantage réel à prendre une baliste. Pour moi, ce n'est pas une unité qui a sa place dans une liste compétitive. On dirait que Games Workshop ont de la misère à écrire des bons war scrolls pour les pièces d'artillerie. Quand on regarde les différentes pièces d'artillerie, que ce soit la baliste Crawl Boys, celle-là, que ce soit les canons des ogres, c'est toutes des pièces qui sont généralement mauvaises ou qui font pas qu'on a une meilleure option de tir dans le jeu, dans l'armée, que celle-là. Il y a peut-être juste la catapulte des Bones Reapers qui était correcte à une certaine époque. En tout cas, elle a été jouée dans des listes compétitives, elle ne l'est plus. Donc, vraiment, il y a vraiment un problème conceptuel au niveau de la place des machines de guerre là, ou des pièces d'artillerie dans AOS. Et on passe à un beau modèle, celui-là, il est vraiment joli, mais qu'il faut mettre sur les tablettes, le Banner Blade. Encore une fois, on a vu si dans la première section, on met 4 héros sur la table, forcément, on va manquer de points pour en mettre d'autres. Le Banner Blade n'est pas un magicien, il n'apporte pas vraiment grand-chose. Son meilleur buff est dépendant de plus on est tard dans la partie, puis on s'entend que AOS commence à être un jeu de plus en plus létal. Donc, souvent, à partir de la ronde 3, qui est peut-être le moment où on pourrait utiliser sa bannière, c'est là qu'on aurait peut-être de l'intérêt, mais au tour 3, c'est malheureusement trop tard. Donc, c'est pas un modèle qui amène beaucoup de choses. Oui, on joue sur la bravoure, mais c'est pas quelque chose qui est pertinent, surtout qu'une catalare. Donc, la bravoure, c'est pas un enjeu chez les luminettes. Donc, lui, il donne un bonus à la bravoure, OK. Mais en somme, je trouve qu'il n'y a pas de place, en fait. C'est une belle figurine, effectivement, mais j'ai de la misère à trouver une utilité concrète sur la table, surtout dans une sélection de héros qui est très, très, très crowded, qui a beaucoup de choix beaucoup plus pertinents que ça. Alors, on va passer à ce que tu fais peindre par Vanessa, dans ton cas, les unités surprises. Premièrement, les Alarit Stormguard, qu'on n'a pas vu tant que ça, mais toi, je sais que tu les joues depuis longtemps. En fait, j'ouvre une parenthèse, c'est pas les Alarit Stoneguard, c'est le temple Alarit. C'est toutes les unités Alarit. Là-dedans, j'inclus le Spirit of the Mountain, j'inclus Avalanar, j'inclus les Stoneguard, le Stone Mage.
Moi, c'est sûr, en fait, c'est l'unité et pas à cause des modèles, mais à cause des règles qui m'a fait donner envie de jouer les Luminins. Les Stone Guard, en fait, là, et on va le voir dans ma liste plus tard, dans ma liste tech, là, mais l'habilité d'ignorer du rend, l'habilité d'Avalanor, entre autres, de faire moins to hit sur un rayon de 12 pouces. Des Mortaloons aussi sur les Stone Guard, des petites unités de 5 qui sont capables d'encaisser, de tenir quand même des gros modèles. C'est quand même pas rien. Je trouve que c'est. Un petit groupe de 5 peut vraiment faire un très bel écran. On peut les distancer un petit peu plus. Ça peut encaisser. Bref, moi, je pense que c'est des unités qui sont un petit peu sous-évaluées. J'adore aussi le Stone Mage. Son sort de War Scroll est excellent. Faire demi-mouvement sur une unité et empêcher le vol, c'est vraiment intéressant. Il ne fait pas grand-chose d'autre, mais il y a beaucoup de. Avalanor, il donne plus une attaque à des 3 unités de Stone Guard. Lui qui fait un rend de -1. Il y a beaucoup de buffs qui viennent aider les Stone Guard pour rendre des unités intéressantes au combat. Ce n'est pas eux qui vont détruire tout, mais peuvent encaisser, peuvent demander beaucoup de ressources. En fait, les Stone Guard, si on n'a pas de blessure mortelle ou du rend de 3, on va avoir de la difficulté à les passer. Donc, moi, c'est vraiment, pour voir dans ma liste tantôt, là, il y a une belle synergie, puis je les trouve intéressants quand même. Je trouve que ça vaut la peine d'essayer, et ça va surtout, c'est très bien. Encore une fois, c'est des unités que beaucoup de livres aimeraient avoir dans leur armée, mais qui, je crois, amoindrit le facteur NPI. Donc, qui rend les luminettes peut-être plus agréables à affronter. Moi, j'en joue dans mon armée. Puis, honnêtement, autant qu'il y a des gens qui disent les luminettes, c'est plate, d'autres me disent ben, tu vois, cette liste-là à luminettes est plus agréable à affronter. Je sens vraiment que c'est une bataille, puis c'est un bon jeu tactique. Mais bien jouer des Stone Guard, Avalanor et le Stone Mage aussi peuvent apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à une armée. L'esprit de la montagne, c'est très, très fluff avec une armée de luminins, justement. Et voilà, pas le choix. Tout à fait. On passe ensuite à la cavalerie, les Dawn Riders. Ouais, les Dawn Riders, encore une fois, c'est une unité qui a quand même fait beaucoup jaser parce qu'il y a des gens qui les détestent. Il y a des gens qui les adorent. Moi, je suis en amour avec. OK? Donc, je suis une petite coche au-dessus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, c'est sûr que cette unité-là a un rôle extrêmement spécifique. Leurs règles, Deathly Furrows, les rend très, très intéressants contre des hordes. Et on sait, des hordes, présentement, ben, ça ne pleut pas nécessairement. Quoique, peut-être qu'on va voir dans les Soul Blight avec des zombies récemment au LVO. Donc, une liste avec 120 zombies ou des listes avec 30 crossbowmen. Donc, on commence à avoir peut-être des unités un petit peu plus grandes. Cette unité-là apporte du mouvement. Donc, qui, en dehors d'une téléportation, les luminettes n'ont pas tant de mouvement que ça. Ça combine très, très bien avec Speed of Ish, avoir une unité qui peut bouger de 28 pouces et encore chargée, et qui peut aller chercher des objectifs en fond de table qui sont généralement gardés par des petites unités d'infanterie qu'on ne veut pas commettre en avant, qu'on veut utiliser pour protéger un objectif. Ben, eux, ce sont des menaces qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Honnêtement, dans mes parties, moi, j'ai toujours 2 unités de Dawn Riders et à chaque partie, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait sans eux? Donc, pour moi, c'est vraiment une unité qui s'est révélée avec plusieurs dizaines de parties d'expérience. Si je m'en sers comme fer de lance offensif, c'est là que je me plante. Mais si je m'en sers, ça peut être pour screener avec des bases plus longues, je peux faire un bon cordon. Si je m'en sers pour aller prendre des objectifs en fond de temps, pour menacer un endroit très précis de la table que l'adversaire pense sain et sauf, à combien de reprises j'ai fait je vais faire Speed of Ish sur eux, je bouge de 28 pouces et je vais pouvoir charger. Oups. Et là, soudainement, ça crée un peu. Il faut se préparer à ces unités-là. Et moi, j'adore avoir une armée qui peut bouger aussi. J'adore les unités qui peuvent menacer, qui peuvent se redéployer assez facilement. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Dawn Riders. Ça vient chercher, oui, ils sont très spécifiques. Je vais jouer contre des méga gargants, puis je vais dire, cette tenue ne sert pas à grand-chose. Mais dans plusieurs match-ups, à date, j'ai toujours trouvé chaussure à mon pied avec les Dawn Riders. Une unité qui peut faire 28 pouces et charger dans le même tour? Oui, merci. Voilà, exact. Et on termine avec le Lord Regent que tu peins. Oui, je l'adore, en fait. D'un, c'est une très belle figurine, ça, faut quand même se le dire. Et c'est un héros qui est intéressant parce qu'il amène lui aussi du mouvement et il amène surtout aussi une base assez large pour pouvoir, exemple, augmenter la portée d'un sort comme protection de Ish. On pourrait aller chercher plus de figurines aussi. Et son sort de War Scroll est intéressant également, donc qui peut permettre d'activer
D3 unités Power of Ish, donc qui peut libérer des unités Vanari comme des Sentinelles, comme des Dawn Riders, comme des Warden, justement, donc leurs blessures mortelles, leurs armes sonne métal sur du 5+. En faisant ça, on peut ouvrir d'autres sorts, d'autres possibilités. Pour 155 points, je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon petit héros de support, mobile. Encore une fois, c'est le genre de héros qui m'a permis donc d'aller supporter un petit combat à gauche, un petit combat à droite, transporter ma bulle de 5+ ward à gauche et à droite aussi. Donc, je trouve que c'est un très bel ajout dans la gamme et ça donne aussi un petit héros un peu plus combattant à une gamme qui est axée vraiment sur des héros purement magiciens dans les héros là, de base Lumineth. Alors, ça fait le tour des unités que tu mets sur la table, de celles que tu mets sur les tablettes et de celles que tu peins. Tu nous as préparé, Alex, une petite liste. En fait, c'est ta liste à toi. C'est ce que tu joues Oui, avec exact. pas mal de succès. Ça va très bien. Alors, ben, je l'affiche à l'instant à l'écran. Peut-être nous la présenter. Oui, en fait, justement, j'appelle ça ma liste non NPI Luminant. Donc, c'est une liste justement qui est faite pour ceux qui chialent. Ah, Techlist, c'est virette et tout ça. Ben, voici ma réponse. Donc, c'est une liste qui se joue, qui est un peu à contre-courant. La tendance demeure encore à avoir une armée qui a un nombre très, très bas en frais de pause pour dicter l'initiative. Moi, de plus en plus, je vous dirais que je commence à trouver une bonne appréciation des listes avec beaucoup de pauses. Donc, je mets le Battle Régiment de côté de plus en plus dans pratiquement toutes mes armées. Je n'en joue plus. Et je suis très, très satisfait. Je vous dirais, j'adore ça. Et vous remarquerez, il y a beaucoup d'unités que j'ai mis sur la table que je n'ai pas mis sur la liste. Et c'est tout à fait volontaire. Donc, j'ai été avec tout d'abord Imetrica comme sous-faction, qui est une faction qui met l'accent sur les Stone Guard, donc qui est très, très peu joué en compétitif. On est habitué de voir Alumnia, de voir Elon, par exemple, aussi Siar, de voir aussi, j'ai un blanc, Zetrek. Zetrek, donc celle où les mages sont mis de l'avant. Donc, Imetrica qui va bénéficier uniquement pour les Stone Guard, mais également à Valanor. Essentiellement, les unités à la rite, donc, vont ignorer le Rennes de 2 au lieu du Rennes de 1. Ignorer le Rennes de 2, on vient d'enlever une énorme proportion d'attaques. Et oui, on a un peu plus de Rennes 3 depuis certains temps et les blessures mortelles demeurent efficaces, mais essentiellement, ça vient chercher quand même une bonne talle d'attaque. Donc, on y va comme ça. J'ai mis la Catalar comme général avec le trait de commandement et l'artefact obligatoire des Metrica qui sont très mauvais. J'ai mis comme sort protection de Ish, donc pour avoir la bulle de 5+ Ward à 9 pouces. J'ai mis Avalanor qui a reçu une baisse de points de 20 points, si je ne me trompe pas, lors de la mise à jour. Avalanor, encore une fois, c'est un héros que j'adore, que je trouve intéressant. C'est un autre modèle qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de victoires sur la table, au-delà de son moins 8 à 12 pouces, qui est excellent, quand bien sûr, il est à son plein potentiel. C'est aussi, il tombe essentiellement à 3+ sauvegarde, ignore le Rennes de 2, avec un Turquartz, avec un Alert Defense, avec un bouclier mystique qui peut tomber à 2+ sauvegarde, ignore 2 de Rennes, potentiellement un 5+ Ward avec un sort à côté de lui, et il peut se guérir à chaque phase de héros, puisque c'est un héros contrairement à la version générique. Donc, pour 395 points, il peut quand même frapper, pas beaucoup de Rend, seulement un Rend de 1, mais dommage 5 quand il est plein. Dommage 5, ça commence à passer. Donc, quand on a quand même une cible, ce que j'ai bien aimé faire, je peux charger avec Avalanor, je vais faire un Roar pour enlever l'habilité de faire All-Out Defense. Et là, soudainement, le Rend de 1 fait quand même son travail et du 15-20 dommages, j'en ai fait quand même à plusieurs reprises. Sinon, j'ai aussi mis le Lord Régent que je viens de parler, donc avec aussi protection de Ish pour avoir une bulle, encore une fois, pour que c'est une base qui est plus grosse et qui est mobile. Je peux avoir vraiment un bon jeu à porter mon 5+ protection. Et j'ai mis aussi le Arcane Tome pour qu'il puisse faire 2 sorts, donc protection de Ish ainsi que son sort de War Scroll, Greater Power of Ish. Donc, pour vraiment pouvoir faire activer les armes sun métal de D3 unités tout en ayant son 5+ Ward Save. Pour les unités, ben, j'ai énormément de Battle Line. En fait, j'ai pratiquement toute l'armée Battle Line à l'exception des Sentinelles. Les Stone Guard deviennent Battle Line dans Imetrica. J'ai mis 3 unités de 5. C'est des unités, encore une fois, qui servent de bouclier humain.
Donc, qui ignorent le REN de 2 Dimetrica, qui ont des Diamond Pick Hammers pour faire des blessures mortelles potentiellement sur du 6. En fait, tous les modèles dans l'armée peuvent faire des blessures mortelles. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Et donc, c'est des unités, encore une fois, qui sont capables d'encaisser à 2 points de vie chacun. Encore une fois, bien placés. On peut avoir le moins tweet de Valanor, le 5+ Ward du protection de Ish, avoir un 3+ de sauvegarde avec Alert Defense ou un Quartz ignorant de 2. Ça commence à être difficile à coucher, surtout contre des unités, en fait. J'ai déjà tenu tête avec 5 Stoneguard à Moratti pendant 2 tours complets. Donc, c'est vraiment intéressant. Il suffit de dispeller Mindraiser. Mais une fois que ça c'est fait, la vie est belle. Donc, 2 unités de Warden pour être un mur, en fait, derrière l'écran des Stone Guard. Donc, on charge les Stone Guard, on reste englué. Les Warden peuvent frapper à 3 pouces de portée. Donc, pour ajouter un certain punch de blessure mortelle, je leur ai mis comme sort Total Eclipse aux 2 unités. Un sort qui est vraiment intéressant dans les luminettes pour faire en sorte que chaque habilité de commandement adverse coûte 2 points de commandement au lieu d'un. Un classique, une autre version NPI des luminettes, bien sûr. 2 unités de sentinelles, donc les fameux sentinelles dont on a parlé tantôt. Je pense que c'est un must, encore une fois. Je ne joue pas un groupe de 20, je joue 2 de 10, je ne joue pas de groupe de 30. D'ailleurs, on remarque que dans cette liste-là, il n'y a aucune unité qui est renforcée. Ça va dans mon approche MSU que j'adore, donc avoir plusieurs unités, plusieurs menaces, mais aucune réelle menace que je peux cibler. On a si exemple, je joue contre un bel accord, mais quelle unité que je vais affecter? À Valanor, OK, c'est peut-être pas nécessairement celui qui m'apporte le plus, donc j'ai vraiment plein de petites unités. C'est difficile d'aller cibler vraiment une cible prioritaire. Donc les sentinelles, ça va de soi. Speed of Ish pour doubler le mouvement, ça va de soi aussi. Et je termine le tout avec 2 unités de Dawn Riders avec Lambent Light, donc des unités mobiles qui peuvent faire Lambent Light et aider les archers à tirer à ce niveau-là. Et même à Valanor, qui a une attaque de tir qui n'est quand même pas piqué des verres non plus. Et on remarque ici que chaque sort dans l'armée est dupliqué. C'est-à-dire que j'ai les 4 meilleurs sorts, à mon avis, du domaine de Ish, protection de Ish, Total Eclipse, Speed of Ish, Lambent Light, pour de la redondance. Donc, je ne peux pas enlever tel héros et enlever tel sort du jeu. Donc, j'ai 2 sources pour chacun des sorts. Fait que ça me donne de la polyvalence. Donc, en gros, c'est cette liste-là que j'ai à vous proposer. Je la joue, je l'ai quand même joué à plusieurs reprises. J'ai remporté un petit tournoi de 3 parties au mois d'octobre ou novembre, je crois, récemment. Donc, quand même, eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer cette liste-là, très polyvalente et très difficile à affronter. Tu sais, souvent, on le dit tantôt, on joue contre des luminettes, on s'attend à avoir Teclis, on s'attend à avoir ses virettes. Et là, on sort un peu des sentiers battus, mais au final, on enlève des pièces qui sont quand même pas très agréables à affronter, mais on a quand même une armée qui est intéressante et qui est très, très polyvalente. Et Alex, cette armée-là, s'il y a un auditeur qui est intéressé à se lancer dans les luminettes ou à se procurer la liste peut être commandée. Il y a un forfait avec prix spécial qui peut être commandé à la boutique, le Gamerspot, et ça vient avec 4 heures de coaching privé avec toi. Donc, le lien là, pour faire l'achat, il y a juste un forfait qui est offert, armé, plus 4 heures de coaching. Le prix là, va être, on va l'avoir, il va être affiché en suivant le lien en description de la vidéo. Donc, tout à fait, Yann, c'est ça. Il y a un forfait, en fait, qui est disponible avec du coaching. Là, j'ai parlé de la liste, je vous l'ai présenté, mais si vous voulez vraiment savoir comment je la fais fonctionner, comment j'approche tel scénario, tel adversaire, en fait, le coaching est là pour ça aussi. Fait que juste à suivre le lien en description. Puis, si vous voulez être l'heureux propriétaire de cette belle liste de luminettes, c'est pas des luminets, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, écoute, ça fait le tour de notre Faction Focus sur les luminettes. Merci, Alex, pour ton analyse. On aimerait avoir vos commentaires. On aimerait savoir ce que vous aimez ou moins sur les luminettes. Et on aimerait bien que vous mettiez un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça nous aide énormément. Ça nous encourage à continuer. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.